la méditation de pleine conscience de Kabat-Zinn. Donc je vais vous dire un petit peu qui était Kabat-Zinn, qui est Kabat-Zinn puisqu'il vit toujours. Il est né en 1944, il a fait ses études au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ce qui est donc une formation scientifique, ce qui explique que bien entendu il ait fait beaucoup d'études scientifiques et en neurosciences. Il faisait du yoga depuis l'âge de 12 ans et du zen à partir de 20 ans, par un maître coréen. En 1971, il a son PhD de biologie moléculaire et il commence à enseigner la génétique moléculaire et le yoga en parallèle. Puis en 1976, c'est là qu'il a eu l'idée de la mindfulness et de son programme de MBSR. Comment il a eu l'idée? C'était tout simple. Il était dans une retraite. Pendant une méditation, il s'est dit simplement, ça a duré, il dit 10 secondes et ça a fait toute sa vie. Il s'est dit, pourquoi est-ce que j'apporterais pas les techniques du yoga et les techniques de la méditation, donc de la méditation zen à la base, pour simplement apprendre aux gens à gérer leurs douleurs, à gérer leurs émotions, leurs pensées, leur rumination, etc., mais de manière totalement déconfessionnalisée, sans aucun mot religieux, sans aucun mot bouddhiste ou autre, ou hindouiste, etc., pour des occidentaux. Et c'est comme ça qu'il a fait son programme, effectivement, purement laïque, sans aucun usage de mots religieux ou quoi que ce soit. Il a fondé la clinique de réduction du stress. C'est pour ça qu'il y a tant de cliniques dans les hôpitaux actuellement, c'est qu'il l'a fait à l'intérieur de l'université du Massachusetts, et les patients qui avaient des douleurs trop fortes chroniques en cancérologie lui étaient envoyés s'ils étaient volontaires, et il leur proposait pendant 8 semaines de leur apprendre petit à petit à réguler leurs douleurs, leur stress, etc. Et puis après, ça a essaimé, bien entendu. Dès le début, il a fait des études sur les effets scientifiques pour essayer de mesurer. Alors en cancérologie, c'était très net. Les Américains ont l'échelle de la douleur de 1 à 10 qu'on commence à utiliser en France. Il y avait une baisse de 50% du ressenti de la douleur. Donc la mindfulness, ça ne vous supprime pas vos douleurs. Ça supprime le regard que vous avez et votre rapport à la douleur, en faisant que je puisse l'accepter au lieu d'être simplement embarqué par elle. Et ensuite, donc, le CFM 1980. Je vous parle simplement de ça parce que le CFM, c'est l'organisme, le Center for Mindfulness, toujours à l'Université du Massachusetts, c'est l'organisme qui forme les instructeurs. Donc, j'ai été formé directement. À l'époque, moi, c'était en anglais, en Allemagne, donc traduit en allemand. Et donc, c'est eux qui sont responsables de cette formation. 93, fondation du MBCT, c'est un programme dérivé. Le MBSR, c'est celui dont je vous parlais. Le MBCT, c'est un programme, ce sont 2 psychiatres, Zindel Segal, qui sont venus voir Kabat-Zinn, qui lui ont demandé si ça pouvait servir également pour les gens qui avaient eu des dépressions, pour favoriser le dépistage des post-dépressions et éviter les rechutes dépressives. Donc en fait, c'est exactement le même programme que le MBSR, sauf qu'à partir de la Bonjour, je tiens à remercier Léo de m'avoir invité et puis à l'assistance d'être présente. Donc je vais me présenter, bien entendu, pour vous parler de la méditation et plus précisément de la méditation qui a été développée aux États-Unis par Kabat-Zinn et qui se développe maintenant beaucoup en France. Donc le but un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça marche. Voilà. Avant de vous parler plus précisément de cette forme de méditation et de ce que c'est que la méditation, je vais me présenter. Donc moi-même, je m'appelle Christian Miquel. J'ai fait des études en philosophie, puisque j'ai un doctorat de philosophie, où je m'étais intéressé à toute l'histoire des religions et à la comparaison des traditions occidentales et des traditions orientales, donc des philosophies orientales et des philosophies occidentales. Ensuite, j'ai eu une activité professionnelle comme psychosociologue, directeur d'études, et par rapport à mon intérêt qui a toujours été sur les pratiques un petit peu orientales de méditation et autres, donc ils vont se retrouver très souvent ensemble dans les conférences ou dans les études qui sont faites sur la méditation. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de vous faire un résumé des principales études sur les effets de la méditation, pas que de la méditation mindfulness, mais de la méditation et de la méditation mindfulness sur le corps. Ça expliquera un petit peu, pour répondre à la question qu'on m'avait posée, pourquoi ça marche et comment ça marche.
Donc ce qui se passe quand vous méditez, ben, c'est que vous allez avoir de toute façon, c'était là, oui, voilà, vous avez de toute façon des effets quasiment mécaniques qui sont assez simples, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Vous vous mettez assis sur une chaise pendant 40 minutes sans rien faire, vous allez avoir une diminution de la température de la peau, vous allez avoir plus froid. Donc vous mettez un lainage dans les choses toutes simples. Vous allez avoir une diminution du rythme cardiaque qui s'optimise, une diminution de la régulation de la tension artérielle pour ceux qui font de l'hypertension. La tension va tendre à diminuer et à se régulariser d'elle-même puisqu'on ne fait rien. Et une élévation des défenses immunitaires, ça c'est dans des tests, une diminution des pensées négatives, de l'anxiété, de la rumination et donc l'installation d'une attention plus sereine. Avec moins de fabrication de cortisol du stress. Quand je me sens menacé, mon corps fabrique de la cortisone du stress pour tout de suite me pousser à réagir de manière automatique. Ben, elle est moins fabriquée, moins sécrétée pendant la méditation, bien entendu. Ça, c'est des effets quasi mécaniques sur le corps. Une chose qui s'est passée pendant une de mes séances, c'était une patiente qui avait de l'hypertension, donc elle avait un chronogramme. Le chronogramme, c'est ce qui vous permet sur 24 heures de mesurer votre pression artérielle, votre tension, votre rythme cardiaque, etc. Et le lendemain, elle va voir le médecin qui lui dit « Tiens, c'est bizarre quand même, là, il y a un gros pic, vous voyez, hein, avec les chiffres qui sont en dessous, mais peu importe les chiffres, avec vraiment la diminution du rythme cardiaque, de la pression artérielle, etc. » Et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. On a regardé avec elle, c'était les 45 minutes de la méditation. Donc même, on n'en était qu'à la deuxième ou troisième séance, je ne me souviens plus, c'est quasiment mécanique, mais ça n'a rien de mystérieux. Hein. Si je fais rien, que je me recentre simplement mon attention sur le souffle, ben, le corps et l'esprit vont petit à petit s'auto-réguler, prendre une vitesse de croisière, se mettre en veille pour certaines fonctions, etc. Donc c'est comme ça que ça marche aussi, tout simplement. C'est que je ne suis pas dans la sollicitation perpétuelle par le monde extérieur. Ce que montrent les électroencéphalogrammes, c'est qu'il y a une attention plus fluide, une plasticité, une fluidité accrue, notamment entre les trois fameuses zones du cerveau dont je vous avais parlé au début. Car il y a également, et ça c'est intéressant, une augmentation durable des ondes gamma. Les ondes gamma, c'est les ondes qui reflètent la cohérence de l'activité cérébrale. Et surtout, une augmentation des ondes alpha et θ. Et les ondes alpha et θ, ce sont les ondes de la relaxation. Donc même si on ne cherche pas la relaxation, en mindfulness, on cherche à vivre les choses telles qu'elles sont. On ne cherche pas à se relâcher. Mais le simple fait de la méditation, de toute façon, va favoriser cette augmentation des ondes alpha et θ. Et ce qui est amusant dans les études, c'est que quand ces mesures sont faites sur des méditants avancés, entre guillemets experts, ben non seulement ces transformations se font, mais elles vont durer en dehors et après le temps de la méditation. Et chez Mathieu Ricard, ça dure même 24 heures, y compris pendant le sommeil, hein, quand il s'est prêté aux expériences et tout. Donc ça montre quoi, ça? C'est que plus vous pratiquez, plus vous arrivez à installer des moments de méditation dans votre vie, plus ces transformations qui se font dans le cerveau, ces ondes alpha et θ, vont avoir des effets qui dépassent même le simple moment où vous faites votre méditation. Et tout le but de la méditation mindfulness, si but il y a, c'est d'étendre ce champ de la pleine conscience, pas que pendant les moments de la méditation, mais dans la vie quotidienne, que j'ai un autre rapport au monde et aux autres dans ma vie. Tout ça. Donc toutes ces études, elles se font en général, ça c'était une étude de 2004, elles se font toujours avec des populations témoins en miroir. Hein. Alors, non plus avec les électros, mais avec l'imagerie médicale, qui est beaucoup utilisée actuellement. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la méditation? Ben, il y a des zones du cerveau qui sont suractivées. Quand c'est rouge dans des imageries médicales, ça veut dire que ces zones sont en suractivation. Et à l'inverse, des zones qui sont sous-activées. Hein, et là, elles sont bleues. Les zones en suractivation, renforcement des sensations corporelles, effectivement, vous allez beaucoup plus ressentir tout ce qui se passe dans le corps. Quand je suis devant mon ordinateur, je ne me rends pas compte, je ne fais rien, c'est normal là encore, j'ai toute cette zone du cerveau hein, qui gère les sensations corporelles et la régulation de la douleur qui est beaucoup plus forte.
Renforcement des perceptions internes et de ce qu'on appelle l'introception, c'est-à-dire on a un sixième sens dont on ne se sert quasiment jamais, qui est cette perception interne de nos propres muscles, de nos propres viscères, de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Avec la méditation, bien entendu, ça va. On a des exercices surtout, alors d'un point de vue phénoménologique et pré-réflexif, on cherche à ressentir le mouvement du diaphragme, à ressentir le cœur, à entendre les battements du cœur, à plein de choses à l'intérieur de son corps, le sang qui bat dans les artères, etc. Tout ça, c'est grâce à cette introception et à cette perception interne qu'on a tous, hein, mais qu'on réactualise simplement. Renforcement de l'empathie, c'est au niveau de l'insula que ça se passe, qui est le siège de l'empathie, de la douleur, de la compassion, de la bienveillance vers les autres, dont Mathieu Ricard parle énormément, hein, bien entendu. Et renforcement des zones de bien-être, toujours cette zone du cortex préfrontal, dans laquelle ce qui se passe en méditation, c'est que la zone gauche des émotions positives est beaucoup plus renforcée. Là encore, on ne cherche pas à positiver, mais de toute façon, la zone qui, dans le cerveau, gère ces émotions positives est beaucoup plus forte. Et à l'inverse, la zone droite de traitement rationnel est beaucoup moins développée. Et quelles sont les zones qui sont en sous-activité? C'est toujours amusant. C'est la diminution de la pensée langagière, l'aire de Broca, et la diminution de la représentation par les mots, l'aire de Wernicke. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de mots, que vous n'avez pas de pensée, mais c'est en très nette diminution, en moindre. Dans la vie quotidienne, hein, c'est mon cerveau et les mots et mon film mental qui domine. Dans la méditation, on cherche à ce que petit à petit ça s'apaise, ce soit beaucoup moins présent, et que ce soit à l'inverse, toute cette écoute pré-réflexive du corps, de ce qui se passe autour de soi, etc., qui soit prédominante. Donc si je résume, diminution du mental, retour aux sensations corporelles, empathie, cette capacité d'être en résonance, vous parliez de résonance, c'est pleinement d'être en résonance avec le monde et avec les autres. Hein. Et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment apprendre à écouter les signaux que votre corps vous envoie. Ne pas lutter contre ses émotions, mais apprendre à écouter ses émotions. Sans se faire embarquer par elles, bien entendu, mais ce n'est pas l'ennemi, l'émotion. C'est un allié très précieux, ce sont des messages que vous envoie votre corps, et c'est de se réconcilier avec ses émotions, justement, qui est l'essentiel dans la méditation. Non pas de lutter contre. Très souvent en Occident, hein, on a eu le modèle, il faut être un être rationnel, et puis je dois maîtriser le corps, contrôler mes émotions. Non, la méditation c'est l'inverse. Je lâche prise. Je me réconcilie, je retourne aux émotions, à les écouter, à les entendre, et à voir l'intelligence qu'il y a là-dedans. Et pas à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, etc. Ça, c'est pour vous montrer très concrètement comment, puisque l'un des effets, c'est effectivement d'apprendre aux gens à mieux gérer leur douleur, comment ça se passe dans le cerveau. Et j'ai trouvé que c'était assez clair. Donc, vous avez un cerveau classique. Hein. Ce qui se passe, c'est que l'amygdale, la région cérébrale qui est alertée en cas de stress, qui est en bleu, est beaucoup moins active chez les méditants, qui vont recevoir des stimuli. Ils vont donc avoir ce qu'on appelle une stabilité émotionnelle beaucoup plus forte. Alors là, on a une expérience où on a deux sujets, un sujet témoin lambda et une personne qui fait de la méditation. On leur envoie à tous les deux des stimuli de douleur, hein, douloureux, les mêmes, bien entendu. Le cortex cingulaire antérieur, c'est celui qui régule la douleur. Donc votre manière de réguler la douleur, elle est très faiblement active chez le sujet témoin, alors que chez le sujet en méditation, elle est beaucoup plus activée. Donc la capacité de réguler, d'accepter, de faire avec la douleur est beaucoup plus forte. Et à l'inverse, l'insula antérieure qui est impliquée dans la perception de la douleur, ça me fait mal, elle est très forte chez le sujet témoin, bien sûr, puisque c'est un signal d'alarme que le corps vous envoie, et chez le sujet en méditation, elle a quasiment disparu, elle est beaucoup plus faible. Donc en fait, ça n'a rien de miraculeux, ce n'est pas une disparition de la douleur, c'est simplement le rapport à la douleur qui va changer. Je diminue ma sensibilité à la douleur et j'accentue dans le cerveau la région qui est capable de traiter la douleur. C'est comme ça qu'on peut avoir des résultats sur cet exemple précis de la douleur. Voilà comment ça peut marcher. Et c'est vraiment cette gymnastique de l'attention. C'est-à-dire que plus on le fait, plus ces mécanismes s'inscrivent dans le cerveau et progressivement vont devenir
une quasi-seconde nature et se mettre en branle, etc. Il y a d'autres études, je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais qui vous montrent qu'effectivement, avec le temps et avec la pratique, ça va de plus en plus, petit à petit, dans des cerveaux de personnes qui méditent. Au début, on voit toutes les zones de l'attention qui sont rouges. Hein. Il y a une mobilisation de toutes ces zones de l'attention. Ils apprennent à faire fonctionner vraiment le circuit de l'attention, à les mettre en lien perpétuel. Et puis ce qui est très amusant, c'est quand ils ont fait l'exercice avec Mathieu Ricard ou avec des méditants experts, les zones étaient tout à fait normales, comme chez un cerveau de base. Ça signifiait quoi? Ça signifiait que c'était totalement intégré, qu'ils n'avaient même plus besoin d'efforts à faire. Et qu'effectivement, petit à petit, ça s'intègre, ces nouveaux circuits cérébraux, puisqu'il s'agit de faire travailler différentes parties du cerveau ensemble, hein, en ramenant toujours à ce moment présent. Voilà. Alors après, je vais vous résumer très rapidement les études sur les effets, les autres études, donc l'étude sur le psoriasis, la douleur, je vous l'ai dit. Le psoriasis, vous savez, c'est une maladie de la peau avec des éruptions, etc. Et ça a été une des premières études de Kabat-Zinn. Effectivement, la normalisation de la peau se faisait 4 fois plus rapidement, toujours entre une population témoin et puis une population qui suivait le protocole, et un temps de rechute beaucoup plus long entre les différentes crises de psoriasis. L'entreprise, je passe. Les impacts généraux, ça favorise la plasticité du cerveau et les connexions neuronales. Effectivement, depuis qu'on sait que les connexions neuronales se refont, et il y a vraiment eu plein d'études qui montrent que ces connexions neuronales sont favorisées et se font sous l'effet de la méditation également, qui va favoriser cette plasticité, comme on appelle, cette plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité du cerveau à renouveler ses propres connexions cérébrales. C'est pas que dans la méditation, il y a une expérience très amusante dont je vais vous parler, qui a été faite par Lutz en 2013, il a voulu montrer que c'était quelque chose qui se faisait grâce à l'apprentissage de la mémoire et de l'attention, comme dans la méditation, mais même dans d'autres techniques. Et alors, il a pris 2 populations, des chauffeurs de bus londoniens et des chauffeurs de taxi londoniens. Les chauffeurs de bus londoniens, ils ont toujours le même trajet, donc il n'y avait pas enfin, c'était comme un cerveau habituel, etc. Par contre, les chauffeurs de taxi londoniens, qui sont toujours habitués, selon les embouteillages, à trouver de nouvelles manières, etc., ils avaient des connexions neuronales beaucoup plus fortes, des nouveaux circuits qui s'imprimaient, et une augmentation de la substance grise, hein, qui permet tout ça. Donc, effectivement, on voit très bien comment le cerveau, ce n'est pas une chose inerte, hein, comme dit Léo, c'est quelque chose en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation, qu'on peut soi-même favoriser ces transformations, ces connexions neuronales, etc. Et ce qui est amusant, c'est que les chauffeurs de taxi, après plusieurs années, ils ont repris les chauffeurs de taxi qui avaient abandonné la profession, mais la matière grise avait à nouveau diminué. Ça, c'est un exemple. Amélioration, augmentation de la concentration et de l'intuition, bien entendu. Amélioration de la longévité par le ralentissement du vieillissement cellulaire. Ça, on l'a vu dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler, ça a été beaucoup dans tous les magazines, surtout les magazines féminins, etc. C'est-à-dire que les télomères, c'est les parties terminales des chromosomes qui sont responsables du maintien de la vie cellulaire. Alors, il y avait plein d'études qui étaient connues depuis longtemps sur le fait que sous l'effet du stress, ces télomères raccourcissent. Donc, la vie cellulaire raccourcit d'autant. Et ils ont eu l'idée, il y a 3 ans, 2 ans, je ne sais plus exactement, de faire des tests avec des gens qui faisaient de la méditation, et leur surprise, ça a été de voir que les télomères rallongeaient chez eux, sous l'effet de la méditation. C'est dans ce sens-là qu'on parle effectivement d'amélioration de la longévité par le ralentissement du vieillissement cellulaire. Meilleur lien entre la mémoire à court terme et à long terme, c'est très intéressant aussi pour les gens quand on arrive à des problèmes de mémoire, c'est qu'on fait sans arrêt travailler, comme vous l'avez vu, des méditations elles durent souvent 45 minutes, on fait travailler donc sa mémoire à long terme pour maintenir une attention dans la durée et en même temps on favorise cette mémoire à court terme à laquelle on ne fait jamais attention et qui s'efface tout de suite normalement. Toutes ces perceptions, sensations phénoménologiques qui passent et qui s'évanouissent, dans la méditation, c'est d'elles dont je prends conscience. Donc on fait travailler les 2 mémoires sans arrêt. La mémoire à court terme, immédiate, qui s'efface normalement, et la mémoire à long terme. Diminution des troubles d'anxiété, des suites des troubles bipolaires, diminution des insomnies et de l'irritabilité.
Voilà, ça c'est essentiellement le point sur les études. Les études scientifiques, c'est très intéressant, ça apporte toujours un éclairage. Hein, et puis on a besoin de la science pour se rassurer, pour se dire que ça fonctionne comme ci, comme ça. Ceci dit, la science, tout ce que je vous ai dit sur les explications scientifiques et tout, ce n'est qu'un éclairage. Hein, les études qui expliquent ce que fait la conscience, etc., ça ne vous dit pas ce qu'est la conscience. Hein, et je rappelle toujours l'histoire du sage qui montre la lune, et puis il y a tous les gens qui se tournent autour de lui et qui regardent le doigt. Et en fait, c'est la lune qu'il faut regarder. Donc les études scientifiques, c'est pareil, hein, ce n'est que le doigt. Ça nous rassure, ça nous montre des choses, mais ce n'est qu'une indication de ce qui se passe pendant ces méditations. Je vais juste finir en vous disant un petit peu plus sur le programme de pleine conscience, hein, qu'on appelle un protocole, parce que c'est un protocole qui est strictement organisé, même si chacun le fait à sa manière. Voilà. Donc le programme MBSR pour les particuliers, ce n'est pas un cours théorique, là c'est de la théorie, mais c'est vraiment tout basé simplement sur de l'expérience, sur de la pratique. Ce n'est pas une technique de relaxation, comme je vous dis, on ne vient pas pour être mieux après, simplement pour apprendre à vivre avec soi-même, c'est tout. Ben, si je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je vais essayer de faire avec, plutôt que de me dire j'y vais pour être mieux après. Non, il n'y a pas de but, juste apprendre à vivre tel qu'on est dans le moment. Ce n'est pas une thérapie, ça j'insiste très lourdement aussi quand je fais des groupes, ce n'est pas une thérapie de groupe, je ne me donne jamais le droit de demander aux gens le pourquoi, du comment, de revenir dans leur histoire, etc. Pour une raison toute simple, c'est qu'on travaille sur le moment présent, sur ce qui se passe au moment présent. Et puis je ne suis pas psychothérapeute, je ne me permettrai jamais d'intervenir à un niveau de psychothérapie. C'est une règle déontologique très importante. De temps en temps, il y a des gens qui ont des problèmes qui sont plus faibles ou plus fragiles. Ben, je leur demande s'ils ont un thérapeute, éventuellement je leur en indique un, mais ce n'est pas moi qui vais faire ça. Hein, et ça, la frontière est très importante. Les gens dans un groupe n'ont pas le droit de s'auto-diagnostiquer ou comme dans un groupe de psychothérapie, de se poser des questions, etc. On ne travaille que sur le moment présent, sur le comment, sur ce qui se passe. Ben, le programme, en fait, c'est 8 sessions hebdomadaires de 2h30. C'est-à-dire que c'est pendant 8 semaines de suite, en fait 9 semaines parce qu'il y a un dimanche en plus, vous verrez, mais il est conçu en groupe, c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes qui durent 2h30, et pendant ces 2h30, qu'est-ce qu'on fait pendant 2h30? On n'est pas assis sur une chaise en train de méditer pendant les 2h30. On fait des exercices, systématiquement une méditation de 45 minutes. Après, il y a des petites méditations, il y a des exercices, des échanges, et puis dès qu'il y a une pratique, les gens se mettent à travailler 2 par 2. Jamais les mêmes, de façon à vraiment verbaliser sur l'expérience. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas par un cours théorique, c'est par qu'est-ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, éventuellement quelles difficultés, etc. Et uniquement à la fin, j'apporte des petits PowerPoint, mais simplement en appui de ce qu'ils auront découvert par eux-mêmes et du thème de la séance. Et puis on demande aux gens, dans ce programme, on demande aux gens de pratiquer chez eux. Donc je leur donne des petits fichiers audio et ils ont une méditation de 45 minutes chaque jour à faire, le plus possible, de manière régulière, bien entendu. Et puis même des petites pratiques informelles dans la journée. Hein, apprendre à mettre de la pleine conscience quand je me lave les mains, Donc c'est les gens qui choisissent leurs propres activités où ils vont essayer d'installer de la pleine conscience. Et puis un livret d'accompagnement, bien entendu. Après 6 semaines, quand les gens ont bien acquis l'essentiel des pratiques, ben, il y a un dimanche entier de pratique en silence, de façon vraiment à ressentir les effets de cette méditation. De la présence, de façon surtout à installer de la présence tout au long de la journée. Et à la fin, le but de ça, c'est quoi? C'est que chacun soit capable de choisir son type de méditation et de mouvement. Alors vous parliez, est-ce qu'on les fait assis, etc. L'idée de la mindfulness, c'est qu'on vous offre une boîte à outils. Il y a des méditations qu'on peut faire allongées, c'est ce qu'on appelle un body scan, vous vous allongez et puis vous allez prendre conscience progressivement de chaque partie de votre corps. Il y a des méditations qu'on fait en marchant, c'est des marches méditatives, hein, ça vient du zen, ça. Marcher en étant pleinement attentif à chaque mouvement, chaque pas qu'on fait. Il y a des méditations qu'on fait en mouvement de yoga,
Donc on fait du yoga, mais vraiment des mouvements de base du yoga. Et ce n'est pas pour faire les postures pour elles-mêmes, c'est pour installer de la présence dans les mouvements. C'est-à-dire que de la même manière que je peux être présent dans mon corps, immobile, quand je bouge, essayez d'être présent à tout ce qui se passe pendant que je bouge. Et puis des méditations assises. Donc c'est la méditation sur le souffle, je vous en ai fait un petit exemple, la méditation sur le corps, la méditation sur les sons, vous avez un petit exemple rapide, la méditation sur les pensées, la méditation sur les émotions, tout ça, ça devient des objets de méditation comme ça. Ils sont guidés par ma voix, ou par la voix de l'instructeur, peu importe, et petit à petit, le but c'est quoi? C'est qu'à la fin du programme, vous soyez capable chacun de choisir ce qui vous convient le mieux. Il y a des gens qui feront que de la pleine conscience yoga, il y en a d'autres qui feront que de la méditation assise, il y en a d'autres qui feront que du body scan, et il y en a qui mixeront selon les moments qu'ils ont, etc. L'idée, c'est simplement ça, c'est de donner des outils, et puis que les gens se les approprient et soient capables, petit à petit, de ne plus avoir besoin de ma voix non plus, et puis d'être autonome en faisant les méditations par eux-mêmes. Donc au début, je guide, on entend beaucoup ma voix, après, il y a de plus en plus de silence, et puis à la fin, si les gens continuent à avoir besoin de la voix, ils le font avec la voix. S'ils le font par eux-mêmes, ils le font par eux-mêmes. Le déroulement des 8 semaines, il est progressif. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais pour le résumer, c'est comme un sablier. C'est-à-dire que les 4 premières séances, c'est vraiment une plongée en soi, quitter le pilotage automatique, comprendre comment on réagit vraiment chacun à son niveau face aux événements agréables, face aux événements désagréables. Puis c'est quand il y a eu cette petite plongée en soi que les 4 dernières séances, c'est uniquement à la 5e séance qu'on va aborder le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Parce que ce n'est pas un cours théorique, c'est par rapport à la manière dont je réagis face à mes douleurs, à mes émotions, etc., que je vais apprendre comment je peux faire, justement. Et puis après, on le réouvre vers la communication avec les autres, et puis dans la vie en général, dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment comme un sablier, un moment de recentrage et un moment de réouverture. Les valeurs dans le groupe, c'est l'absence de jugement, la non-action, l'expérimentation, l'égalité des expériences. Il n'y a pas de bons élèves et de mauvais élèves dans les cours de mindfulness. Il n'y a pas de bonne méditation et de mauvaise méditation. Aujourd'hui, j'ai été super, j'ai fait une méditation, j'étais présent, c'était parfait. Ça, c'est un jugement de valeur. Je suis en train de m'auto-gratifier. Aujourd'hui, je suis nul, c'est pas possible, j'y arrive pas. Ça aussi, c'est un jugement de valeur. Juste s'accepter comme on est. Une méditation ne sera jamais la même que celle d'hier ou que celle de demain. C'est simplement ça. La vie n'est jamais la même, le soleil n'est jamais la même, la météo non plus, vous non plus. Simplement être présent avec soi tel qu'on est au moment où on est. C'est une pédagogie expérientielle, c'est-à-dire basée sur l'expérience, et puis maïotique, la maïotique, chez Socrate, c'est l'art d'accoucher les sages-femmes, l'art d'accoucher les gens. Moi, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le vis et dont je le sens, c'est simplement aider les gens à accoucher de la pleine conscience qui est une capacité qu'on a tous, en soi. Mais c'est simplement ça, il n'y a pas d'autre... c'est le seul rôle que je puisse me voir. La valeur fondamentale sur laquelle insiste beaucoup Christophe André, c'est avec bienveillance et autocompassion. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre la bienveillance pour les autres, envers les autres, il faut d'abord être bienveillant avec soi. Ne pas se flageller. J'y arrive vraiment pas, je suis nul. Je me félicite de m'apercevoir que j'étais ailleurs. Et je reviens à mon souffle avec bienveillance. Ça change tout. Et c'est quand on commence à se réconcilier avec soi-même, à être bienveillant avec soi, qu'après, on peut peut-être apprendre à être bienveillant avec les autres. Voilà, les contre-indications, c'est les états dépressifs en phase aiguë, les addictions graves et hors contrôle, bien entendu. Autant ça marche très fortement, mais il faut qu'il y ait une volonté de contrôle dans la durée. Et les traitements anxiolytiques puissants, si vous avez un traitement anxiolytique qui vous empêche de vous concentrer, ce n'est pas le moment de le faire, parce que ce serait très sadique de vous demander de vous concentrer pendant 45 minutes, alors que les substances l'empêchent. Donc en ce cas-là, on demande à son médecin de le diminuer, et puis petit à petit, ça se fait comme ça.
Voilà, c'est essentiellement ça. Je passe très rapidement puisque j'interviens également en formation professionnelle. En formation professionnelle, c'est soit des demi-journées d'initiation, soit des formations intensives sur 2 jours. J'en ai fait avec les managers d'une agence de publicité. Vous prenez les personnes en résidentiel pendant 2 jours pour vraiment leur apprendre un petit peu à se recentrer, la mindfulness, etc. Ou alors en entreprise, c'est carrément, quand c'est des problèmes de stress ou les plans de prévention des risques psychosociaux, c'est sur un trimestre et 1h20, 1h30 sur un trimestre à chaque fois, des groupes qui permettent petit à petit de faire tout le programme qui est sur 8 semaines à raison de 2h30. Pour en savoir plus, il y a 2 petits livres pour ceux que ça intéressera à la fin, que vous verrez là-bas. Il y en a un qui est vraiment un tout petit livre, Qu'est-ce que la pleine conscience, qui n'est pas encore édité chez un éditeur que j'ai fait entre-temps, mais qui va être prochainement chez un éditeur. Donc c'est une version comme ça. C'est vraiment ça, de manière, ceux qui éventuellement ont envie d'essayer par eux-mêmes de voir qu'est-ce que c'est très concrètement comme première initiation. Hein, c'est un petit livre, 7 petites stades de méditation. Hein, Christophe André a eu la gentillesse de me faire une petite dédicace pour avoir une première approche. C'est vraiment purement pratique. Et puis l'autre, c'est Apologie de l'instant et de la docte ignorance, des sceptiques grecs à la pleine conscience. Ça, c'est plus mon intérêt intellectuel pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Dans mon intérêt, comme je vous disais, laïque, à trouver une sagesse qui soit transversale aux religions et indépendante de toutes les confessions ou autres, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de retrouver le fil rouge qui va, pour moi, des Grecs anciens aux sceptiques grecs, qui vous apprennent justement à suspendre votre jugement, à ne pas avoir de jugement sur les choses, jusqu'à Montaigne, jusqu'à Kabat-Zinn, la pleine conscience, etc., en passant, bien entendu, par tout ce qui se passe en Orient, avec le zen, avec les différents mouvements, etc. Voilà, donc ça, c'est plus en approfondissement. Apologie de l'instant, bah, vous comprenez, c'est vraiment se recentrer dans l'instant présent, hein, ce qui ne veut pas dire on est végétatif, hein, mais c'est vraiment pleinement se recentrer et vivre quand on vit le moment présent. Et puis la docte ignorance, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est ma différence en même temps avec les écoles ésotériques ou autres, c'est que moi je crois profondément, mais chacun a sa voix et je respecte toute voix, hein, bien entendu, mais en une certaine sagesse qui est au-delà de toute formulation ésotérique ou conceptuelle ou quoi que ce soit. C'est ce que Nicolas de Cuès, qui était un mystique du XIIIe siècle, appelait la docte ignorance. Arriver simplement à un état de plénitude, de présence, où on n'a plus besoin des concepts, où on redevient un ignorant. Mais pas un ignorant dans le sens simplement docte, c'est-à-dire j'ai un état de conscience clairvoyante, de présence, et je n'ai pas besoin de concept, de quoi que ce soit, pour avoir cet état et puis voir les choses. Voilà. Mais très souvent, hein, dans les histoires indiennes, très souvent, on dit que le sage et le fou ou le petit enfant sont la même chose. Il y a juste la conscience en plus qui change, c'est tout. Donc revenir à ces états d'ignorance, mais docte, avec une pleine conscience. Voilà, j'aimerais avoir un quart d'heure, 20 minutes, si possible, d'échange. Donc surtout, vous me